Bienvenue à toutes et à tous. Heureuse de vous rencontrer ce matin, parce que c'est vraiment une rencontre qui nous est proposée autour d'un sujet qui nous tient à cœur. Alors quand je dis nous, c'est évidemment moi qui suis devant vous, mais aussi à l'équipe organisatrice. Et donc merci à Edith Choumiloff et toute son équipe de m'avoir conviée aussi ce matin à évoquer ces nouveaux modes de travail que sont les organisations opales, sur lesquelles nous allons faire aujourd'hui un focus pour voir comment elles peuvent nous emmener vers de nouvelles façons de collaborer, enrichir notre quotidien, notre collaboration, nous permettre de fonctionner de manière plus authentique, plus ouverte sur notre environnement, sur notre écosystème, d'entrer dans une forme de croissance et de développement personnel et professionnel dans nos organisations, dans nos systèmes de travail, pour congédier peut-être définitivement, allez, soyons très optimistes, congédier l'idée que le travail, c'est trépalium, c'est la pénibilité, voire la souffrance, et que finalement nous pouvons inventer ensemble de nouveaux espaces à la fois espaces concrets, mais aussi espaces métaphoriques, dans lesquels nous pouvons nous trouver en confiance, en sécurité, pour exprimer qui nous sommes véritablement, pour exprimer en toute authenticité les choses que nous vivons, les partager avec autrui et contribuer ainsi à créer des espaces dans lesquels nous allons pouvoir nous épanouir et voir nous accomplir. C'est l'idée. Donc, on va voyager ce matin pendant 1h30 environ. Donc, il y aura un propos, effectivement, je vais tenir un peu le micro pendant une petite heure. Et puis, bien sûr, ce que je souhaite pour enrichir le propos de ce matin, ce sera vous entendre sur les initiatives que vous prenez déjà. Parce que vous allez voir en m'écoutant ce matin qu'il y a des choses que vous faites déjà, il y a des états d'esprit dans lesquels vous êtes déjà. Et puis comment vous pouvez encore mieux incarner ce nouveau paradigme de management qui finalement s'invite à venir infuser notre quotidien et nos vies. Vous voyez, il arrive parfois que certaines personnes qui évoluent dans des organisations opales disent il y a telle pratique, moi je l'ai ramenée à la maison et ça marche. Depuis qu'on parle avec les enfants, avec mon épouse, avec mon époux, au moyen de la communication non violente, notre vie a changé. Pour vous donner simplement un exemple. Alors, quelques mots pour vous dire qui je suis et ce qui me vaut d'être ce matin parmi vous. Donc, je suis Edith de Grandel, je suis coach professionnel depuis 2014, également formatrice, puisque l'essentiel de ma vie professionnelle salariée a été exercée dans le cadre d'organismes de formation initiale continue par alternance. Donc voilà, une dimension pédagogique et de transmission qui se traduit aussi ce matin. Et puis, je suis aussi ce qu'on appelle facilitatrice, c'est-à-dire comment nous amenons les systèmes et les équipes surtout à exprimer cette intelligence collective qui est au cœur de tout système, cette dynamique de vie qu'elles peuvent mobiliser pour conduire ensemble des projets plus vivants, plus efficaces. Donc j'ai créé une entreprise il y a de cela 10 ans et particulièrement j'utilise, et j'ai ça de commun je pense avec Thomas qui a introduit cette matinée, des jeux de management que je vous invite aussi cet après-midi à découvrir pour l'un d'entre eux qui est justement le jeu opale, mais aussi à travers ces outils innovants immersifs, notamment sur l'hybridation du travail, le télétravail, je vais explorer avec les équipes les notions d'autonomie et responsabilité dans les systèmes, puisque ce sont vraiment les deux mots clés qui vont caractériser ce qu'on appelle finalement un modèle opale. Et quand on dit modèle, en plus nous sommes en présence d'une forme d'abus de langage, ou en tout cas de raccourci, parce que précisément, quand on fait évoluer le management, quand on fait évoluer ses processus, quand on fait évoluer ses pratiques, ses rituels, en réalité, on n'entre pas dans un modèle comme on entrerait dans un dogme. On entre dans une nouvelle façon de faire que l'on crée. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que justement, ceci nous ouvre la faculté d'être créateur, de redevenir créateur.
au-delà eh bien, de ce qui est tâche, exécution de mission au quotidien. Et donc c'est cela que je vais vous inviter à vivre avec moi ce matin, et ensemble, ici, maintenant. Et précisément pour cet ici et maintenant, je vais vous inviter à prendre simplement quelques instants pour vous-même, faire une pause, une respiration. Voilà, donc vous installez confortablement si ça n'était déjà fait. Et puis peut-être poser les deux pieds au sol. Prendre une profonde inspiration et si vous le souhaitez, fermez les yeux ou simplement portez le regard dans le vague. Inspirez en conscience profondément, éventuellement retenir l'inspire 1, 2, 3 secondes. Et expirez. Et peut-être refaire ceci 1, 2 fois à votre rythme, en laissant aller les tensions, en veillant à relâcher les épaules, la nuque particulièrement, qui souvent porte notre fardeau professionnel quotidien avec nous. Et à présent, je vous invite à être en contact avec ce qui se passe à l'intérieur. À savoir, peut-être qu'une émotion est présente pour vous, peut-être une sensation dans le corps. Et je vous invite simplement à prendre note sans jugement, simplement comme une invitation à accueillir ce qui est présent pour vous là, ici, maintenant, ensemble, dans cet espace. Peut-être s'agit-il d'une effervescence, d'une curiosité, peut-être de tension, un peu de stress. Laissez être ce qui est. Et puis, je vais vous inviter à ouvrir les yeux à votre rythme, là aussi, pour finalement vous poser quelques instants avec questions simples, peut-être plus profondes qu'il n'y paraît de premier abord, de prime abord. Qu'est-ce qui, dans votre travail, donne du sens à votre vie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous anime au-delà des tâches quotidiennes? C'est autrement dit, qu'est-ce qui vous pousse à vous lever chaque matin pour venir travailler? Et vous pouvez même le noter pour vous-même, comme un ancrage. Et à présent, je vais vous inviter à vous rapprocher d'une personne de la salle, peut-être sur la même rangée, peut-être sur une autre, si vous êtes seul sur votre rangée, et puis de prendre, allez, 3-4 minutes pour échanger tour à tour sur ce que vous avez pu apporter, peut-être ce que vous avez apporté comme réponse à cette question, ou tout simplement, voilà, moi quand je me pose, en fait, il se passe ça pour moi. Quand je me mets à l'écoute, quand je suis en présence de mes ressentis, de mes émotions, il se passe ça pour moi. Voilà. De manière très libre, prenez 3-4 minutes. Je vais vérifier après 2 minutes que voilà, vous pouvez permuter aussi pour que les deux d'entre vous puissent s'exprimer.
On va se donner encore 1 minute pour cet échange. Allez, encore 30 secondes. C'était une longue minute, comme vous voyez. Bien. Je vous invite à retourner votre attention par ici. Merci à vous. C'est agréable d'observer l'intelligence du groupe, comment le système aussi se met en place. 2 personnes deviennent 3, comment finalement vous infusez la vie dans cela. Et ça, vous voyez, ce que nous venons de vivre, c'est précisément ce que valorisent les modèles Opale. C'est-à-dire, je pars de mes ressentis, je pars de mes émotions, donc il y a une dimension de connaissance de soi qui est importante lorsqu'on parle de ces nouveaux modèles organisationnels. Et puis, il y a une dimension évidemment d'ouverture et d'authenticité vers l'autre. Donc, et bien sûr, je m'exprime et j'accueille l'expression de l'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi la capacité que nous avons à créer des espaces sécurisants pour l'expression de chacun. Mais au-delà du fait d'exprimer ce qui se passe pour moi, mes ressentis, mes sensations, mes émotions, évidemment, c'est aussi, je vais exprimer mes idées, mes perceptions. Et quand j'exprime mes idées, mes perceptions, c'est là que je retouche à cette fibre créatrice qui est la mienne. Et lorsque je suis dans un groupe projet, lorsque j'envisage l'avenir, lorsque je projette mon projet de service, mon plan stratégique de l'année d'après, eh bien, je suis en contact aussi avec ceci. Donc, c'est une fenêtre ouverte, c'est en fait, on ouvre le vivier d'une créativité individuelle et collective. Donc, ce que nous venons de faire, effectivement, ça pointe aussi comment on va enrichir notre collaboration tout en étant plus proche de ce qui nous tient à cœur, puisque je pars depuis moi, depuis ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puisque parfois, ce qui va finalement brider ma créativité, c'est que j'ai des petites choses qui grattent, des choses qui irritent, des crispations, qui vont être peut-être mentales, physiques, émotionnelles. Et dès lors que je me mets à l'écoute de ça, et que peut-être je peux le restituer aussi à mon interlocuteur, à mes interlocuteurs, eh bien je peux libérer l'énergie qui est retenue à cet endroit-là pour la mettre à disposition du groupe, de sa créativité, de son intelligence. Comme le dit Patrick Négaret, que vous connaissez peut-être, ne serait-ce que de nom, Patrick Négaret, je le cite parce que c'est celui qui a libéré les énergies, justement, au sein de la CPAM des Yvelines. Donc on est bien dans la fonction publique aussi, c'est quelqu'un avec qui je travaille volontiers sur ces sujets. Il a produit, si cela vous intéresse d'ailleurs, un ouvrage qui restitue sa démarche de libération des énergies au sein de la CPAM des Yvelines, qui s'intitule « Il suffisait de leur donner envie ».
donc libérer les énergies au sein d'une organisation publique. Et je retiens son propos, je me l'approprie aussi, cette facilité de transformation managériale proportionnelle à notre capacité d'introspection. C'est une idée assez révolutionnaire, n'est-il pas? Bien, alors, de quoi parle-t-on? Vous avez entendu parler, peut-être avec le chantre de l'entreprise libérée Isaac Gates, justement de la libération des organisations. Nous, on ne va pas aller jusque-là, parce que pour une raison aussi très simple, c'est que dès qu'on parle de libérer, on invite ce qu'on appelle une polarité, c'est-à-dire l'inverse. Et que, en plus, est-ce qu'on peut vraiment aller jusqu'à utiliser ce vocable sans être dans la surpromesse? D'accord? Donc, ce qui est intéressant, je pense, c'est cette notion de libérer les énergies telles que je viens de l'énoncer plus tôt, de sorte justement de pouvoir produire ensemble davantage. Mais ici, on va avoir une déclinaison, vous voyez, sur cette diapo, de plusieurs façons de le dire. Des organisations collaboratives, vivantes aussi. Et vous allez le voir, mon propos est du moins inspiré aussi d'un ouvrage et d'un auteur, Frédéric Laloux, qui lui a parlé de communauté de travail inspirée, sachant que dans la version originale de son livre en anglais, il l'avait titré Soulful Organizations, en d'autres termes, des organisations pleines d'âme. Donc avec une ouverture aussi, qui est aussi pas très française, qui peut être aussi plus anglo-saxonne, vers la notion de le lieu de travail. Eh bien, c'est aussi un lieu d'épanouissement et où je peux parler aussi de ce qui compte pour moi sur un plan spirituel. Voilà. Donc, bien sûr, il est question de mettre l'humain au centre et de revenir à des lieux de travail plus engageants. On a besoin de revenir, n'est-ce pas, à des lieux de travail plus engageants. C'est un gros défi de notre temps et il s'agit de répondre aussi aux besoins qu'ont nos collaborateurs, les agents, de trouver du sens dans le travail, de trouver de la gratification, de la reconnaissance. Et vous voyez, sur cette diapo, on voit la mise en regard de deux niveaux de complexité. Une complexité faible, en bas, c'est la pyramide. En d'autres termes, une réponse adaptée à une complexité faible est une tête de commandement. Ça va bien. D'accord ? Je crois que le mois de l'innovation publique a été introduit par une conférence sur la complexité, n'est-ce pas ? Et précisément, une complexité élevée, elle, devra être traitée au moyen d'une intelligence collective. C'est-à-dire que là, vous avez effectivement à l'écran l'inspiration du vivant, l'inspiration de la nature. Et ces nouvelles organisations, bien, elles vont postuler que toutes les cellules sont intelligentes et peuvent avoir un rôle à jouer dans l'évolution du système, et même avant de parler de son évolution, finalement, dans son bon fonctionnement, à l'instar de notre biologie physique, à nous autres, êtres humains. Donc ça veut dire on se met à l'écoute de toutes ces petites cellules qui demandent qu'à s'exprimer et à faire leur travail. Observer les lois de la nature, c'est aussi considérer un principe pas très connu qui s'appelle la négantropie. L'entropie, je vais peut-être pas brouiller les messages en vous disant ce qu'est l'entropie, je vais directement à la négantropie. C'est l'aptitude d'un système à l'autostructuration. Je pose ça en préambule pour dire il peut y avoir eu des compréhensions qui étaient un peu erronées de ce type d'organisation en disant bon, tout le monde fait ce qu'il veut. Donc il peut y avoir, ça peut susciter des peurs, c'est-à-dire derrière, moi je ne vais pas faire bouger effectivement les lignes dans mon organisation parce que si tout le monde commence à faire ce qu'il veut, ça va être le chaos. Or, ce principe nous rappelle que tout système est capable de s'autostructurer, c'est-à-dire que si vous le laissez se conduire seul, il va se structurer et se poser. C'est ce qu'on a vu ici, d'ailleurs, au moment des entrées-sorties, au moment de la césure entre les deux temps. Et puis, on peut aussi parler d'homéostasie, vous savez, cette fameuse, ce qu'on appelle la résistance au changement dans les systèmes humains. Vous savez que l'homéostasie, c'est la propension qu'a tout système
vivant à maintenir stables ces variables essentielles. Traduction, notre corps physique va faire en sorte de maintenir stable sa température corporelle, par exemple, en toutes circonstances, parce que c'est un facteur de survie et de bon fonctionnement de notre corps. Donc, si on prend la notion de résistance au changement à travers ce prisme-là, on se dit, ok, donc si on veut emmener les équipes vers un changement et que ces dernières semblent être en résistance par rapport au changement, il va falloir mettre en évidence comment on va retrouver un équilibre, une stabilité. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour les équipes qu'elles n'ont pas vues et que peut-être nous n'avons pas nommées et qui va permettre de retrouver un équilibre et un équilibre plus sain au service d'une meilleure santé de notre système finalement. Et bon, je l'ai laissé en anglais parce que c'est pas très facile à traduire. Hein. Enfin, si, mais c'est surtout pas joli traduit. Les personnes ne résistent pas au changement, elles résistent au fait qu'on veuille les changer. Donc, ça introduit aussi l'idée, bien sûr, que ce changement, vous le portez avec les agents. Sur un mode participatif, à l'écoute de ce qui est des personnes qui sont là, toutes imparfaites qu'elles soient. Donc, le contexte que nous vivons, c'est qu'effectivement, les organisations s'éveillent au besoin de davantage d'empathie, de compassion, d'humain. Hein, voilà, donc toutes les traductions de ce que pourrait être, on pourrait dire, une relation plus amoureuse entre les êtres humains, à savoir la bienveillance, le respect, la compassion, l'écoute. Et c'est un enjeu, je le disais plus tôt aussi, pour attirer, retenir les talents. Et on sait que c'est un enjeu pour la fonction publique qui est crucial aujourd'hui. Et comment on s'y prend pour mobiliser cette dynamique de vie, finalement, au cœur de tout système. Ici, nous voyons que la crise récente que nous avons vécue, elle a mis en évidence la capacité spontanée qu'avaient les systèmes à répondre de manière intelligente aux situations critiques qui se sont présentées. Ici, j'ai l'exemple notamment d'un flux financier qui devait être dématérialisé depuis 24 mois et puis on reportait, toujours reporté au calende grec et finalement, en quelques semaines, c'était fait en intelligence collective, en interservice, une fois que voilà, la contrainte de ne pas pouvoir se rencontrer a créé finalement la créativité, l'impulsion, l'élan. Et c'est vrai que souvent, l'impulsion, l'élan peut venir d'une situation critique. Nous avons tendance, effectivement, par homéostasie certainement, à ne pas se mettre en mouvement avant que la situation ne soit critique. Je ne vous apprends rien ici, à travers ces deux concepts largement développés, les notions de burn-out qui sont, c'est l'épuisement professionnel, bien sûr, en français correct, et puis le bore-out qui est aussi un autre concept tout à fait intéressant et à étudier, qui est « je m'épuise par manque de sens ». L'ennui, c'est ça, c'est un manque de sens. Donc, en plus, parfois, on cumule les deux. Je travaille trop sur des choses qui manquent de sens. Donc, c'est la double peine, en quelque sorte. Et je vous cite aussi ici une étude qui révèle que les jeunes actifs, donc, vous voyez, premier job avant 25 ans, ils témoignent, et ici, on est sur une étude, mais aussi sur un baromètre qui est conduit annuellement, ils regrettent à 71% qu'on ne leur donne pas assez d'autonomie. Et à 80% que leur manager ne leur fasse pas suffisamment confiance. Parce que quels sont les besoins aujourd'hui des jeunes? Eh bien précisément, ils sont pas du côté du manager, je vais revenir sur celle-ci après, ils sont pas du côté du manager sachant, mais ils sont du côté de la confiance, de l'écoute, et aussi un petit peu de technicité, accessoirement. Voilà, donc ça c'est un signe des temps, une évolution dont nous n'avons pas toujours tenu compte, nous autres. Et l'entreprise, vous voyez, l'entreprise, ici, ça peut être une source de stress, voire d'aversion pour les jeunes. On a aussi parlé, j'introduis un concept avec précaution, parce qu'il y a toujours aussi des modes, vous le savez. N'empêche que c'est un symptôme. On a beaucoup parlé, notamment à la rentrée dernière, la rentrée 2023, septembre 2023, il y a eu un fort buzz autour de cette notion de démission silencieuse qui est à regarder quand même avec intérêt.
C'est à un moment, je ne fais plus que ce qui m'est demandé. Et avec évidemment le télétravail, une personne me révélait hier, elle me disait, il faut vraiment que j'aille chercher beaucoup au fond de moi en télétravail pour me mettre au travail. Et pourtant, je fais un métier passion. Mais certainement, je n'ai pas les stimuli, les interactions dont j'ai besoin pour avoir l'entrain au réveil, la question qu'on s'est posée tout à l'heure, pour avoir l'entrain pour voilà, me mettre au travail avec spontanéité. Il y a quelque chose que je dois amorcer avec effort. Et évidemment, ce qui est ennuyeux avec la démission silencieuse, non seulement c'est que les personnes puissent faire le strict minimum quand elles le font, mais aussi qu'elles puissent quitter les rivages de la solidarité. C'est-à-dire, puisque je limite au strict minimum les interactions, la communication, c'est un phénomène de retrait, et je ne suis plus disponible pour aider les autres dans les difficultés, pour être déjà à l'écoute des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, et donc éventuellement me mettre à disposition de ces autres et recevoir leur aide. Alors évidemment, ça impacte la gestion des carrières, ça impacte l'intergénérationnel, et il convient d'inventer une nouvelle façon de faire. Donc, je vous le disais en préambule, j'ai créé un jeu qui s'appelle Opale. Certains d'entre vous vont le découvrir cet après-midi, inspiré par le propos plutôt édifiant, vous en jugerez, de Frédéric Laloux, qui est un auteur belge, qui a écrit d'abord ce livre en anglais, qui aujourd'hui existe en version française, Reinventing Organization, avec ce même titre. Dans deux versions, une version somme et une version BD, plutôt illustré, que je vous recommande si vous avez envie d'aller découvrir cela. Et qu'est-ce qu'il a fait, Frédéric Laloux? Eh bien, après avoir mené une carrière dans la consultance, il a pris 3 ans de sa vie pour aller explorer 12 organisations, entreprises, organisations, associations, organisations sans but lucratif, organisations publiques, pour vérifier un postulat qui était, tiens, on voit émerger une nouvelle façon d'être en relation, une nouvelle façon de vivre les organisations en mettant au cœur justement l'humain, l'autonomie, la responsabilité. Je vais prendre mon bâton de pèlerin, je vais en immersion dans ces 12 organisations et nous verrons bien si mon hypothèse se vérifie. Ce qui aussi est mis en évidence à travers cette recherche, eh bien, c'est que la performance de ces organisations s'accroît. Quand j'utilise le terme performance, vous imaginez bien que j'inclus la dimension d'efficacité, d'efficience des équipes. Je ne suis pas en train de parler seulement de performance économique. Et en même temps, dans une fonction publique qui a besoin de produire aussi des indicateurs de son efficacité, c'est un argument qui va évidemment nous intéresser. L'organisation classique, nous le disions, la voici. Et la métaphore organique, eh bien, la voilà. C'est-à-dire, changer de métaphore, ça consiste à passer d'une métaphore très mécanique, qu'on va aller regarder, à une bonne organisation, plutôt comme un écosystème ouvert sur son environnement. Toutes les cellules intelligentes s'adaptent en temps réel à leur environnement interne, confèrent l'homéostasie, et externe. Donc là, je vous propose dans ce prochain mouvement d'aller justement mettre en évidence de quoi parle-t-on, c'est-à-dire qu'est-ce que ce nouveau paradigme de différent par rapport au stade de développement antérieur des organisations humaines. D'accord? Est-ce qu'à ce point-ci, peut-être, vous avez des questions, des remarques? On y va? Bien. Alors, j'aime commencer comme ceci, en citant un statisticien qui nous dit « Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles ». Parce que je m'apprête à vous présenter effectivement un modèle, et comme tout modèle, il simplifie le réel. D'accord ? C'est simplement une grille de lecture qui vous est proposée ce matin. Une grille de lecture qui s'inspire aussi d'un modèle assez connu qui s'appelle la spirale dynamique et qui postule eh bien, que nos modèles organisationnels humains
ont évolué en prise directe avec l'évolution de notre conscience humaine. C'est-à-dire que nous avons évolué, nous autres humains. Vous voyez, on pourrait dire que notre conscience se raffine à mesure que les années, les siècles passent, et que parce que nous évoluons en tant qu'espèce, eh bien, nous faisons aussi évoluer nos systèmes. D'accord ? Et nous leur avons attribué, Frédéric Laloux leur a attribué ici des couleurs pour désigner leurs caractéristiques principales. Alors je commence, si vous voulez bien, avec les premières organisations, nos premières réunions, nos premières façons finalement de fonctionner ensemble en tant que collectif humain. Eh bien, c'est le stade rouge, le stade impulsif, hein, donc qui est aussi celui, eh bien, qui existe encore, bien sûr, de gangs, de mafias, de mercenaires, où, en fait, c'est la logique de survie qui va primer. Donc, ce n'est pas, je prends bien la précaution de dire, ceci n'est pas négatif en soi à la base. Le fait de s'être réunis pour la captation de ressources, pour subvenir à ses besoins, n'est pas négatif. Ça correspond à une percée décisive pour nous autres humains, et ça consiste notamment ici, cette percée, dans la division du travail. Il y a le chef et les non-chefs, par exemple, pour l'expliquer de façon sommaire, et puis l'introduction d'une hiérarchie. Simplement, on voit bien les limites de ce modèle aujourd'hui, bien sûr. Tout le monde a peur dans le stade rouge. Je vous livre une anecdote ici. Lorsque Frédéric Laloux a sorti son livre en français en 2016, nous sommes tous retrouvés à Paris. Il y avait des ateliers, notamment un atelier jeu auquel j'ai pris part à ce moment-là en tant que participante. Et puis nous avions endossé des jeux de rôle. Enfin, nous avions endossé des rôles dans le cadre de jeux de rôle. Et il était intéressant de voir que, eh bien, effectivement, lorsque on entre dans un rôle, on peut aussi sentir les émotions, les sensations que ressent le personnage que l'on endosse. Et là, effectivement, lorsque nous avions débriefé, les personnes qui avaient été invitées à jouer, à être au stade rouge, je les avais dit, mais en fait, j'étais en très profonde insécurité. Donc le stade rouge, c'est la loi du plus fort, et non seulement ceux qui sont finalement les exécutants ont peur, mais le chef aussi, parce que le chef, il sait qu'il peut être détrôné demain. Quelqu'un peut lui prendre la place. Donc, on est dans une ère, on va dire, de passage à l'acte qui peuvent être brutaux, radicaux, violents. Évidemment, nous ne sommes pas dans ce qui a pu être décrit plus tôt en termes d'écoute réciproque, d'autonomie et de responsabilisation de chacun. Viennent ensuite, donc vous le représentez sous forme d'escalier ou sous forme un peu plus naturelle, peut-être de spirale ascendante. Le stade suivant, ce sont les organisations ambres. Alors aujourd'hui, elles existent encore aussi. On va trouver les religions monothéistes organisées sous forme d'organisation ambre, l'armée, les armées. J'ai eu envie de citer l'éducation nationale, je ne sais pas pourquoi. Voilà, parce que j'aurais pu en citer d'autres, évidemment. Mais si, parce que, vous voyez, notamment à l'étranger, nous avons des pays voisins qui trouvent que notre façon d'organiser les processus au sein de l'éducation nationale est assez remarquable. La façon dont nous gérons nos cohortes, etc. Donc, ils trouvent ça assez remarquable. Après, je vous laisse mettre ça en regard avec les résultats que nous avons au niveau PISA, au niveau international. Voilà, donc ça ne préjuge pas du succès de ces organisations. Par contre, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on est passé d'un stade individualiste et égoïste à un principe d'égalité qui, vous le savez, a ses qualités et ses défauts, un principe d'égalité, et puis des percées décisives qui sont l'introduction d'une hiérarchie, cette fois formelle, et de process réplicables, comme j'ai pu le citer plus tôt pour l'éducation nationale. Donc, qui donnent aussi de l'efficacité au système et qui ont permis de structurer notre activité humaine, et notamment, voilà, si on parle de l'école publique, il y a tellement d'enfants et de jeunes à former, eh bien, que nous avons besoin aussi d'avoir des process réplicables.
Voilà, donc la métaphore sera effectivement celle-ci, et peut-être la phrase sera « Je ne veux voir qu'une tête ». Viennent ensuite les organisations oranges. Alors les organisations oranges, c'est le modèle dominant aujourd'hui en Occident, très largement. C'est la fameuse métaphore mécaniste que vous avez vue sur le dessin plutôt, et où l'homme, l'humain, peut être considéré comme une variable d'ajustement. Donc ce sont les business units, les centres de profit, les multinationales, les groupes, tout centre de profit, on pourrait dire, aujourd'hui a tendance à fonctionner en modèle orange, avec des percées décisives qui sont évidemment, nous revenons, là vous l'avez peut-être senti, à une approche plus individuelle. En tant qu'individu, j'ai la possibilité de me distinguer, c'est le sens de méritocratie. Je suis aussi redevable, donc j'ai mes responsabilités qui sont sur ma fiche de poste qui m'est propre. Et donc je peux aussi prendre des initiatives et ça peut être aussi vecteur d'innovation. On voit aujourd'hui les limites aussi de cela parce que souvent le modèle orange aujourd'hui il est réduit à la notion de profit et la notion d'innovation finalement est très déceptive. On pourrait voilà, développer ce point-là. Nous pourrions innover bien davantage avec davantage d'intrapreneuriat. La métaphore sera celle-ci, machine bien huilée, par conséquent l'humain peut y devenir une variable d'ajustement. Viennent ensuite les organisations vertes, associations mutuelles avec un véritable objet mutualiste, et puis certaines ONG, puisque toutes les ONG ne sont pas vertes, certaines sont même plutôt rouges. Hein, c'est ce qu'on appelle un peu le faux drapeau. Les percées décisives de ce modèle, ben là, vous voyez, on arrive, on va ouvrir le cœur. Hein, le vert, c'est la couleur du cœur, je crois. Donc, on revient à quelque chose de beaucoup plus collectif. Hein, donc, avec une culture qui va être fondée sur les valeurs. Les valeurs vont être inscrites vraiment dans l'objet social de l'organisation, avec la notion d'empowerment, ou si vous préférez, d'empouvoirment, c'est-à-dire nous avons la capacité d'agir sur notre environnement, c'est ça aussi. Et puis, la notion d'écoute des parties prenantes. Les parties prenantes, c'est bien sûr vous-même, donc les acteurs de l'organisation, ce sont les fournisseurs, ce sont bien sûr usagers, bénéficiaires, clients. Et c'est un stade qui est vraiment le plus proche, vous l'avez compris avec notre spirale ascendante, qui va être le plus proche d'Opale et qui le préfigure. Alors on pourrait dire, bah oui, bah on trouve finalement des ingrédients qui ressemblent à ce que vous avez évoqué, l'autonomie, la responsabilité, l'ouverture sur le monde, l'humain au centre. Bah, quels pourraient être les biais de ces modèles? C'est que il peut y avoir un déni du conflit, une illusion. Nous sommes une grande famille, chez nous, le conflit n'existe pas. Et c'est dans ces organisations où il y a le plus de déni du conflit que les schismes les plus violents se font jour. On voit ça souvent dans les associations, il y a des schismes d'une rare violence. Parce qu'il y a un déni justement de ce qui constitue aussi nos polarités, nos zones, nos faces lumineuses et nos faces davantage ombrées, on va dire. Voilà. Et vous voyez, j'ai accompagné récemment, j'accompagne encore une organisation qui a pu mettre en évidence qu'elle était très performante en relations humaines, écoute, mettre l'humain au centre, les valeurs de solidarité, de liberté, et qu'en même temps, gestion de conflit, et ça c'est ce que permet aussi le jeu, c'est de s'auto-évaluer sur ces critères. En gestion de conflit, finalement, il ne s'en occupait pas. Donc il y avait une zone aveugle finalement. Et donc, Opale, ce serait ce qui vient après. Donc, vous trouverez ici les différentes organisations dont j'ai parlé plus tôt, qu'est allé explorer Frédéric Laloux, que vous pourrez aller creuser selon votre curiosité pour le sujet. Je fais simplement un focus sur l'une d'entre elles. Buurtzorg, qui est une organisation donc néerlandaise, qui a été fondée par Jos de Blok, qui était infirmier professionnel. Et ceci dans les années 2000, hein, déjà une initiative au début des années 2000. Ce qui s'est passé aux Pays-Bas, c'est qu'on a fait entrer une logique orange très tôt dans les soins de santé. En d'autres termes, eh bien, il y avait l'introduction d'indicateurs de performance, d'indicateurs d'efficacité dans les prestations de soins de santé pour les infirmiers à domicile. Puisque là,
que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il s'agit effectivement d'infirmiers et d'infirmières à domicile. En conséquence de quoi, vous vous retrouviez avec 30 secondes, montre en main, pour mettre un bas de contention, 2 minutes pour une injection, etc. Donc on était vraiment sur ce type d'indicateur. Vous imaginez bien que vous choisissez le métier d'infirmier, infirmière, soignant par vocation, le plus souvent en tout cas, on peut imaginer cela. En conséquence, tout le monde était insatisfait, que ce soit les bénéficiaires ou les infirmiers, infirmières. Et lui en faisait partie, il était dans ce corps-là. Et donc, il a pris l'initiative de créer un réseau dans lequel, eh bien, pourraient se réunir les infirmiers et infirmières qu'il souhaitait pour travailler de façon totalement différente, à savoir sans véritable hiérarchie, en équipe autonome qui était localisée sur un territoire, ce qui permettait aux bénéficiaires des soins de santé de voir régulièrement les mêmes visages, de pouvoir être en relation avec des personnes, puisqu'avec le système que je vous ai décrit plus tôt, eh bien, il était possible de voir 20 personnes différentes dans le mois. Donc, on revient à cette notion de un peu mécaniste, une approche mécaniste. Il faut quelqu'un, on envoie quelqu'un. Il n'y avait évidemment aucune logique aussi pour un infirmier, une infirmière de traverser la ville, de faire 1h15 de transport pour administrer une piqûre. Voilà. Donc il y a eu le choix de l'équipe autonome. Ça c'est vraiment, je dirais, une des pratiques intéressantes qui est introduite aussi par ces modèles. C'est la possibilité de travailler en petite équipe de 8, 10, 12, ça dépend de l'activité aussi, personnes qui vont être là encadrées plutôt que par un hiérarchique contrôlant, par ce qu'on appelle un manager coach, qui va donner des orientations, qui va inspirer, qui va, en bon coach, il va dire « Qu'est-ce que vous en pensez en fait, vous ? Quelle est la solution ? Quelles sont les solutions que vous pourriez imaginer ? Quelles sont les options que nous avons ?» Et qui va intervenir en dernier recours avec son expérience et sa propre inspiration pour inspirer justement le groupe qui l'accompagne, mais qui ne va pas décider à la place d'eux, ni savoir à la place d'eux. Et résultat eh bien, il y a, vous voyez, plus de 75% aujourd'hui, près de 2/3 des infirmiers de quartier aux Pays-Bas aujourd'hui. Donc c'est un modèle qui a inspiré, attiré. Et pas besoin de faire de publicité, donc pas de frais de publicité. On peut investir cet argent, eh bien, effectivement, pour le bon fonctionnement de la structure, une structure qui s'est notablement allégée aussi. Et, très intéressant, c'est de voir qu'en termes d'efficacité, dont je parlais en préambule, d'une performance qui s'accroît, eh bien, nous avons 40% des heures prescrites qui ne sont pas utilisées. Et tout cela est évolutif, parce qu'ensuite, quelques années après, Buurtzorg a décidé a conduit sa réflexion autour de qu'est-ce qui fait qu'une personne revienne en santé, retrouve la santé rapidement. Eh bien, c'est qu'elle retrouve l'autonomie rapidement. Et c'est ça aussi, l'autonomie va lui permettre aussi de prévenir des futurs accidents de santé. Donc, ils en ont fait aussi un nouveau cheval de bataille, une nouvelle diversification, en travaillant notamment sur la notion d'autonomie, en incluant la personne devinée où dans son écosystème. Donc, son quartier, son voisinage, sa famille, voilà, en mobilisant les ressources qui pourraient aider les personnes à regagner l'autonomie et donc à vivre en santé plus longtemps. Et puis, donc là je vous cite simplement pour dire, Buurtzorg c'est les années 2000. Il faut savoir que ces initiatives, elles essaiment. Et donc là, aujourd'hui, il y a Eden donc dans l'Aisne, naturellement, donc les Hauts-de-France, qui a décliné ce modèle à sa façon. Vous voyez, avec beaucoup de créativité. Si vous allez sur le compte LinkedIn du dirigeant, dont le nom m'échappe maintenant, eh bien, vous allez trouver justement qu'il est capitaine Rêve Évolution. Et Rêve Évolution, c'est ce qu'ils ont trouvé collectivement comme nom. C'est eux qui l'ont créé, ça. C'est pas dans un manuel. Et les parades imaginées aussi, ils ont appelé, voilà, leur centre de ressources positives, CR+. Et puis, voilà, derrière cela, on va avoir aussi une autre marque qui va s'inspirer de ce que fait Eden en les invitant à venir chez eux pour témoigner de leur vécu. Alors évidemment, le directeur ne viendra pas seul. Il vient avec
voilà, sa manager coach, justement, pour témoigner de comment elle s'y est prise. Donc, on change vraiment la façon de faire aussi et de communiquer. Ou bien en allant voir au quotidien comment ça se passe. Donc, je reviens à notre notion de complexité élevée, complexité faible, pour aller au point suivant, qui sont les 3 piliers, principes ou percées, voilà, principes innovants qui, à l'issue de la recherche de Frédéric Laloux, semblent être ceux qui manifestent un nouveau paradigme de management. Le premier d'entre eux, eh bien, c'est l'autogouvernance. L'autogouvernance n'est pas l'autogestion, je vous rassure tout de suite. Voilà, l'autogouvernance, c'est très simple, c'est moins de niveau hiérarchique. Alors, je n'irai pas dire à des cadres de la fonction publique plus de chefs, parce qu'en plus, ce serait erroné. Il y a souvent une mauvaise compréhension autour de ça, une organisation sans chef. En réalité, la hiérarchie, voilà, elle a son utilité. On l'a vu tout à l'heure, on a parlé aussi d'Ambre, hein, de l'utilité qu'il pouvait y avoir à structurer, à processer, dûment un système. N'empêche, posture hiérarchique atténuée, on pourrait le dire plutôt comme ça. C'est-à-dire, je me mets plutôt en retrait pour permettre aux personnes d'aller trouver les ressources en elles-mêmes. Des relations davantage paritaires, et puis, bien sûr, la notion qui est le corollaire de ces 2 faces de la même pièce que sont autonomie et responsabilité, de rôle et redevabilité. Dans mon rôle ou dans mes rôles, j'ai telle redevabilité. Nous allons quitter cette notion juste de fiche de poste pour aller plutôt vers la notion de je suis certes chef de service, mais j'ai pris aussi un rôle là sur le système d'information. J'ai pris un rôle sur ce projet de qualité de vie au travail. Et dans ce rôle, au sein de ce rôle, j'ai telle redevabilité. Peut-être que j'aurais énoncé les redevabilités que je me donne, peut-être qu'on y aura travaillé collectivement, peut-être que j'aurais jeté les choses un petit peu au brouillon, et puis je serais allée voir mon groupe projet en disant, voilà, quelles sont les redevabilités que j'ai imaginées, est-ce que vous en voyez d'autres? Est-ce qu'il y a des bonifications qui peuvent venir de votre part? Donc l'autogouvernance, elle va toucher tout ça. Elle peut se traduire par la faculté que j'ai de prendre des décisions à mon niveau. Je vais vous donner simplement un exemple autour justement de cette pratique emblématique opale qu'on appelle sollicitation d'avis. Mais vous voyez que ça peut voilà, se traduire par « je me saisis d'un projet », je crée un groupe de travail autour d'un sujet que nous n'adressons pas manifestement. Donc je le fais parce que j'ai la possibilité de le faire et que j'ai l'élan de le faire. C'est la permission, la protection que j'ai dans ce système pour faire ça, sans me prendre un scud. Et ça va mettre en puissance, donc c'est l'empouvoirment. Voilà, alors évidemment, les aspects financiers ils vont certainement être moins réalisés dans une organisation publique au moment présent, mais vous voyez à quel point on peut toucher à beaucoup de choses, même si on ne commence pas à parler argent. Là, donc, le processus de sollicitation d'avis, c'est un focus que j'ai envie de faire avec vous, justement, sur une des pratiques emblématiques de l'autogouvernance. Donc, vous voyez, on a d'un côté la prise de décision hiérarchique, et puis de l'autre côté, le consensus. Le consensus, ben, c'est ce qu'on fait beaucoup au stade vert. C'est on va attendre d'être tous d'accord pour décider. Mais ce qui se passe, c'est que parfois le consensus est mou ou qu'on n'en trouve pas. Donc le processus de sollicitation d'avis, c'est encore autre chose. Ça consiste, je regarde si j'ai une planche là-dessus, voilà, ici. Je vous donne l'exemple ici d'une organisation qui est citée justement dans l'ouvrage de Frédéric Laloux, mais il y en a beaucoup d'autres. Ici, par exemple, chez Morningstar, vous voyez, c'est une organisation, c'est une entreprise qui fabrique du ketchup. Hein, donc, vous voyez, c'est une raison d'être, on pourrait dire, assez triviale. Mais les salariés peuvent prendre des décisions impactant la société, y compris acheter un équipement coûteux, comme une machine-outil, par exemple, de plusieurs centaines de milliers d'euros, sous condition qu'ils cherchent le conseil de ceux qui seront affectés par la décision ou ont une expertise sur le sujet. Qu'est-ce qui est nouveau là-dedans?
c'est pas l'opposition pour être dans l'opposition, c'est une proposition argumentée avec l'appui d'autres personnes. Oui, merci. Donc, proposition augmentée, argumentée. Tout à fait, mais j'avais entendu augmenter, j'aime bien aussi. Avec, effectivement, il y a à la fois l'enrichissement des éléments de prise de décision par ceux qui seront affectés par la décision. Certains de mes pairs appellent ça des décisions à la concon, au plus proche des conséquences avec les personnes concernées. D'accord ? Si c'est un moyen mnémotechnique pour vous. Voilà. Donc le conseil de ceux qui seront affectés par la décision, n'est-ce pas quelque chose de bon sens finalement ? Et si on en revient à ceux qui ont peur d'être changés ou du changement, est-ce que du coup il ne peut pas y avoir une opposition parce qu'ils vont être affectés et avoir cette peur du coup et de faire une opposition? Alors justement, merci pour la question parce qu'elle me permet d'apporter un complément sur le processus. La question était, est-ce que pour ceux qui ont peur du changement, ils ne vont pas bloquer justement ce processus-là? Je reste dans mon autonomie et ma responsabilité, celle qui prend la décision. C'est-à-dire que j'ai consulté, ma responsabilité est de consulter. À l'arrivée, c'est moi qui décide. Et je vais dire pourquoi. Et ensuite, je suis redevable de ma décision. C'est-à-dire que si j'ai pris une mauvaise décision parce que j'y ai mis de l'ego, parce que je ne voulais pas être d'accord avec X, ben voilà, à un moment, je vais voir les conséquences aussi de ma décision. Et j'aurai peut-être à rendre compte de la façon dont j'ai pu me tromper. Mais je reste effectivement celle qui décide à l'arrivée. Dans ce processus-là, c'est différent de la décision par consentement, dans laquelle je vais effectivement solliciter d'autres personnes et je vais être tenue de tenir compte d'un avis qui serait contraire, mais pourvu qu'il soit argumenté. Mais la décision par consentement, pour compléter ce point-là, précisément, elle met le bien commun au cœur. On prend cette décision, ça ne doit pas mettre les personnes en danger, ni l'organisation en danger. Ça ne peut pas être juste, moi je ne le sens pas ce truc-là. Il va falloir en dire un petit peu plus. Je ne sens pas pourquoi. Est-ce que ça va nous faire passer la ligne de flottaison? Est-ce que ça met des personnes en danger? Il va falloir l'expliquer. Et vous voyez, chez Buurtzorg, c'est aussi le facilitateur qui va poser des questions, qui ne va pas donner son avis. On retrouve la notion de manager-coach. Et donc, c'est l'absence de rejet qui va être recherchée. Et puis, ici, les espaces de travail. Oui, là, je suis en train de traduire aussi l'autogouvernance, la faculté qu'on va avoir aussi d'aller travailler où on a envie d'aller. Donc, un exemple qui est plus proche de vous, c'est celui de la PFRH Occitanie, où ils ont travaillé de manière participative sur la configuration de leur bureau. Donc, ils ont choisi ensemble tous les éléments qui vont constituer cet open space, y compris en incluant la possibilité, évidemment, de s'isoler en réunion pour vivre des visios, etc. Donc l'idée, c'est la notion que j'ai gardée sur cette slide là aussi que je viens de vous montrer, c'était la notion de voter avec ses pieds. Je vais là où finalement je me sens appelée. Et peut-être qu'aujourd'hui je vais là, mais demain j'aurai besoin de travailler dans un autre espace. Ça déconstruit beaucoup nos représentations par rapport à nos bureaux propriétaires, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'open space, j'en connais tous les défauts pour les avoir vécus, mais précisément avec une bonne écoute de la voix de l'équipe, l'idée est celle de créer l'espace dont on a besoin pour bien travailler ensemble, pour bien collaborer et enrichir notre collaboration au quotidien. Moins de réunions, je pense que personne ne sera contre. Avec cette notion d'inclure aussi, voilà, comment ça va ce matin? Oui, inclure les réunions, c'est aussi la possibilité à chacun de déposer ce qu'il a à déposer dans la mesure où il le souhaite. Donc, c'est créer les conditions pour qu'une
intimité au sens de l'analyse transactionnelle puisse voir le jour. Quand je dis intimité, on pourrait le traduire aussi par proximité relationnelle de confiance. Je peux dire ce qui se passe pour moi. Ça peut être tout simplement au démarrage de la réunion, j'en ai une autre dans 1h30, j'ai vraiment besoin qu'on ait fini à l'heure. Ça peut être ça le besoin du jour. Mais le besoin du jour, donc l'animateur de réunion dit j'ai entendu ton besoin, je m'engage, je vais en tenir compte, on aura terminé à l'heure ou alors on aura traité les points importants à telle heure. Ça peut être aussi le petit chat est mort, les enfants ont pleuré toute la nuit, on n'a pas passé une bonne soirée, je suis fatiguée. Ça peut être aussi ça. Mais ça, ce n'est pas prescrit par l'extérieur. Je fais bien attention, on va justement y venir avec la plénitude, le principe suivant. C'est ce que décide le groupe pour lui-même et c'est surtout ce que décide chacun pour soi-même. Vous n'êtes pas tenu d'aller dévoiler des choses personnelles si ça n'a pas besoin d'être. Mais par contre, si ça a besoin de se dire, dans ces espaces de sécurité, c'est important que ça puisse l'être. Et effectivement, ça fait une bonne transition avec la plénitude, le deuxième pilier de ces organisations. En anglais, le mot c'est wholeness, donc la notion de complétude, le fait d'être complet. Je n'arrive pas seulement avec la part visible. Je suis chef de service, il faut que ça se voie. Je viens avec l'ensemble de qui je suis. Donc, représenté ici par une part profonde que nous pourrions cacher, voyez, derrière, et un ego que nous pourrions montrer. Donc, en plus avec, là je ne suis pas évidemment en train de créer un clivage entre les hommes et les femmes, mais plutôt de parler des principes du masculin, hein, qui est dans l'expression, qui est actif, et le principe féminin, qui va être davantage réceptif, donc qui va peut-être recevoir aussi les idées et qui va être donner peut-être des profils qui vont être plus dans l'introversion, à l'écoute de la voix intérieure, qu'est-ce que ça me dit dedans? Mais comment nous, on équilibre aussi dans nos réunions ces polarités-là? Comment on donne la parole aux introvertis, par exemple, qui souvent ont beaucoup de choses intéressantes à dire, n'est-ce pas? Donc, un monde du travail qui parfois aujourd'hui se réduit à j'exprime ma part masculine, donc je l'ouvre quoi. Je parle, je prends le leadership de parole. Et puis en plus, dans cet espace-là, je peux aussi, vous voyez, barrer scrupuleusement ce qui ne doit pas y être, à savoir l'émotionnel, l'intuitif, le spirituel, et je ne montre plus qu'un petit bout de moi. Donc, avec la complétude, avec la plénitude, on va trouver la possibilité de dire qui je suis. Alors ça ne veut pas dire j'entre en logorée, je raconte ma vie, vous le savez. Vous savez, nous sommes dans la modération. Donc là, je mets l'adulte aux commandes pour savoir ce qu'il est juste de dire, dans quel contexte, et ce qu'il est juste de dire pour moi et pour les autres, dans quel contexte. Donc ça demande, bien sûr, la question vous ne l'avez pas posée, est-ce que c'est possible avec tous les publics, avec tous ceux que nous encadrons? Ça va aussi effectivement être fonction d'une forme de maturité psychosociale, ainsi que nos amis belges l'appellent. Donc c'est-à-dire, comment je suis moi avec mon état du moi adulte? Est-ce que j'ai tendance à aller rapidement dans quelque chose de plutôt rebelle? Est-ce que voilà, c'est aussi, vous allez tenir compte aussi bien sûr des personnes avec qui vous interagissez au quotidien. Et puis pourquoi le chien? On va dire pourquoi un chien? C'est une image subliminale? Non, non. Parce que dans le livre, un exemple est donné de la possibilité d'arriver avec son animal domestique aussi. Voilà. Alors certains d'entre vous en font l'expérience, avec peut-être des personnes en situation de handicap qui viennent avec leur animal, et vous avez peut-être vu que généralement, voilà, ces présences-là, elles deviennent un peu les mascottes d'un groupe parce qu'elles sont aussi des réceptacles justement à notre part émotionnelle. Comment ça va se traduire? Cet espace de sécurité, vous voyez, nous avons fêté il y a 2 semaines les 10 ans de justement la publication de Reinventing Organization, et ce qu'a pu nous souligner plus d'une fois son auteur, c'était cette notion d'espace de sécurité, créer des espaces de sécurité.
Et vous voyez, quand on a dit ça, ben finalement, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de budget pour faire ça. Hein. C'est une intention que vous mettez, une intention et un processus. Donc ça va se traduire eh bien dans le recrutement, dans la capacité d'intégrer les personnes de manière accueillante et hospitalière pour lui donner les clés pour qu'elle réussisse, créer les conditions de sa réussite. Ça va être bien sûr le fait de donner des signes de reconnaissance. Nous sommes tellement avares, nous autres en France, de signes de reconnaissance positifs, inconditionnels. En d'autres termes, avec toi je suis tranquille, je sais que ce sera bien. C'est pas juste, bon là c'était pas mal, hein. Signe de reconnaissance conditionnel positif. Ou voilà, les signes de reconnaissance inconditionnels négatifs, vous ne comprenez jamais rien, qui sont désastreux pour la relation. Donnez des signes de reconnaissance. Parce que sachez que si vous n'en donnez pas, ils vous seront usurpés. Une personne qui ne reçoit pas de signes de reconnaissance est une personne qui n'a pas de stimuli suffisant pour sa vie, pas seulement sa vie sociale, sa vie, pour son existence. Donc elle va venir les chercher et elle va les extorquer. Donc peut-être ça vous parle des personnes qui viennent toujours là. Et en fait, quel est le besoin derrière? Quel est le besoin sous-jacent? Et puis il y a la notion, je voyais que vous aviez bientôt une conférence, une webconférence autour du récit. Donc la notion de construire des récits, mais pas seulement des récits sur les grands sujets, sur les grandes politiques publiques, des récits sur c'est quoi l'histoire de notre équipe, c'est quoi l'histoire de notre service, de notre entité. Particulièrement lorsque finalement se fait le jour aussi d'une fusion, d'une absorption, vos services connaissent aussi des mouvements de cet ordre-là. Donc qu'est-ce qui fait aussi notre spécificité? Sur quoi on n'est pas prêt à céder finalement? CEDER. Ici, un exemple tout simple, ce sont les cymbales. Donc c'est la faculté que vous pouvez avoir d'avoir une cloche, des cymbales, pour pointer en réunion lorsque l'ego revient. Tiens, je vois que deux personnes commencent à s'invectiver un peu sèchement. Oui, mais non, mais toi, mais... Ou bien, mais si je suis sûre que vouloir affirmer à tout prix avoir raison, eh bien tout simplement, il a été introduit dans certaines organisations et un de mes clients était fier de me dire que c'était la première chose qu'il avait faite dans son accompagnement à la transformation, c'est on est en équipe de direction, là je vois surtout dans les équipes de direction, il peut y avoir une juxtaposition de certains égos, n'est-ce pas? Eh bien au moment où justement on observe que l'ego semble s'inviter, nous sonnons la cloche. Alors non pas pour pointer qu'un tel a encore fait preuve d'ego, mais vraiment d'un point de vue beaucoup plus dézoomé, beaucoup plus systémique, c'est attention, notre système est en train de dériver, de sortir de ce dont on a convenu ensemble, ce qu'on a convenu ensemble de vivre. Et donc à ce titre-là, eh bien, nous sommes aussi des vigies par rapport à ça, nous observons et nous décidons de faire autrement. La résolution de conflits est aussi une pratique emblématique de ces organisations dites opales. Je vous cite à nouveau Morningstar. Et comment, finalement, deux valeurs vont générer derrière les processus relationnels qui régissent la vie du collectif. Vous voyez, ils ont choisi deux valeurs. Dans d'autres organisations, ils ont fait un manuel de gouvernance de 130 pages. Il y a plein de façons de faire. Il y a beaucoup de choses dans l'intervalle de ces deux exemples. Donc il y a la notion d'engagement, évidemment, et de respect d'autrui. Et en cas de conflit, l'idée, et on retrouve ici cette notion de l'adulte aux commandes, hein. C'est plutôt que d'aller saisir le chef, une instance tierce, eh bien les deux individus, les deux personnes qui sont concernées, elles vont avoir un entretien en privé. Alors peut-être que c'est moi qui suis irritée par une situation, parce qu'il y a une brèche aux valeurs, parce qu'il y a une insuffisante contribution à la richesse créée par le collectif. Alors, eh bien, je vais aller voir cette personne et je vais lui dire, écoute, moi, j'ai besoin qu'on ait un entretien ensemble par rapport à ce que je vis, ce que j'observe. Et sans reproche ni exigence, porte fermée, donc pas d'invective publique, naturellement. Et si
nous n'aboutissons pas à un engagement réciproque. Si je n'entends pas, si manifestement je ne suis pas entendue, pas reçue dans ma demande, eh bien il va être possible ensuite d'avoir d'autres recours. Une médiation, voire un panel ici chez Morningstar de collègues. Mais vous voyez, on n'a toujours pas le chef là. On est encore en présence de l'intelligence présente dans le système sans avoir recours aux hiérarchiques. La bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, ça allège en plus la barque du manager. Vous percevez aussi peut-être ça en creux, c'est qu'évidemment, quand on responsabilise les personnes à tous les niveaux de l'organisation, eh bien, nous allégeons aussi la contrainte qui pèse sur le manager. Et ici, bien sûr, il sera possible, par exemple, d'utiliser un processus apparenté à la communication non violente. Lorsque je vois que tu arrives en retard, que tu arrives en retard aux réunions, par exemple, lorsque je vois que tu traites 2 dossiers par semaine, là où en moyenne dans l'équipe on en traite 5, je ne suis pas à l'aise. Moi, mon besoin, c'est qu'il y ait une certaine forme d'égalité ou d'équité, en tout cas dans notre façon de travailler, si ce n'est l'égalité. Donc, mon besoin, c'est de travailler dans une équipe où je sens que chacun est engagé. Ma demande, c'est... Ça peut être aussi, je le disais, quelque chose autour des valeurs, du comportemental. Quand je vois comment tu parles à telle personne, je ne suis pas à l'aise. Alors, vous pouvez utiliser d'autres façons de dire. Mais sans reproche ni jugement. C'est toujours s'exprimer en je pour éviter le tu qui tue. L'espace de sécurité, il va se traduire de plein de façons. C'est cet espace où il est possible de s'exprimer avec authenticité, donc des bureaux qui ne vont pas traduire le statut, on va parler régulièrement sur les valeurs, on va vérifier que nous incarnons les valeurs au quotidien, qu'elles ne sont pas foulées aux pieds par ce que nous faisons. Le fait d'être en covision, en coaching de pair, le fait de raconter, je disais plutôt des récits, voire d'aller jusqu'à des temps où il est possible d'être en retrait, se mettre plutôt en retrait pour aller écouter ce qui se passe dedans. Le jour de gratitude aussi, un exemple qui est donné et qui est aussi dans le Géopal, c'est une journée qui peut être dédiée à remercier une personne de son choix. Vous voyez, donc la possibilité d'aller créer, inventer des pratiques, des approches qui vont créer de la confiance, créer de la réciprocité, créer de la reconnaissance. J'apprécie qui tu es, j'apprécie ce que tu fais. Donner des signes de reconnaissance qui donnent envie de continuer, qui donnent du sens, c'est la dimension de la journée qu'on vit ensemble. Et puis, le troisième pilier, le but évolutif, qui est très important aussi, et qui est souvent un peu le parent pauvre dans l'histoire, c'est sur lequel je vais passer néanmoins plus rapidement. Le but évolutif, vous voyez avec l'oreille, c'est le fait de se mettre à l'écoute du dessein le plus élevé de l'organisation. Quel but plus élevé elle veut atteindre? Donc nos organisations, elles n'ont pas été créées pour vivre des amendements. Quand on voit nos organismes consulaires, quand on voit nos directions territoriales, elles sont créées, elles prennent une forme à un moment, et souvent elles vont se cristalliser dans cette forme. Cristalliser, vous voyez, on a bien l'image de l'idée de rigidification de quelque chose. C'est important de penser aussi à comment on va faire évoluer la constitution, les règles, les lois de notre organisation au moment où on les crée. Mais souvent, c'est ce qu'on ne fait pas. Donc l'idée, c'est, vous voyez, d'être en prise directe avec cette raison d'être. Et je cite un dirigeant qui disait, finalement, le but est le leader invisible. Le but, le bien commun, le service public que nous rendons, peut-être, est le leader invisible. Ici, pour l'exemple de Favi, qui est une entreprise industrielle des Hauts-de-France, pour l'ancien directeur général, c'était de donner du travail dans une zone où les bons jobs sont rares
et de donner et recevoir de l'amour des clients. Et ça pouvait se traduire, par exemple, par un petit cadeau dans le colis expédié aux clients. Voilà. Mais c'est aussi une façon de traiter du SAV. Tiens, il y a des anomalies sur des lots qui sont partis. Comment on fait pour rétablir la situation, ou plutôt pour notre client? Et il faut savoir, c'est assez savoureux que Jean-François Aubrist, eh bien, c'était quand même un ex-parachutiste. Alors, je trouve ça assez savoureux, effectivement, d'entendre un ex-parachutiste parler d'amour. Et lui était monté sur des caisses un jour, donc des palettes, vous voyez, dans l'atelier. Il avait dit à son équipe, on est en difficulté, je vais avoir besoin de nous tous. Donc, je vais avoir vraiment besoin de l'intelligence de chacun pour se sortir de cette difficulté. C'est une des organisations un peu phares pour illustrer justement cette évolution, cette écoute de la raison d'être. Et Patagonia, alors Patagonia c'est une entreprise américaine, elle est intéressante parce que elle est vraiment par essence opale pratiquement dès l'origine. C'est-à-dire que nous avons là un dirigeant fondateur, Yvon Chouinard, qui aujourd'hui a pris sa retraite, qui a cédé son entreprise pour $1 symbolique en disant « la Terre est notre unique actionnaire » à une fondation. Au démarrage, cet homme, il n'était pas très assidu sur les bancs de l'université, donc il allait plutôt escalader des parois rocheuses. Et pour ce faire, il s'est créé ses propres pitons d'escalade. Et il le faisait très bien. Donc à tel point que les personnes qui montaient à côté de lui ont dit « mais dis donc, tu peux pas m'en fabriquer pour moi ?» Et puis il a fini par en faire la fabrication et le commerce. Il a fini. L'étape d'après, c'était celle-là, parce que l'histoire est loin d'être terminée. Et après quoi, un jour, il s'est rendu compte que ces pitons endommageaient de manière irréversible les parois rocheuses. Et là, il a ce qu'on appelle pivoter, c'est-à-dire il a dit c'est pas possible, c'est totalement contraire à ma façon d'être au monde, donc, et d'être au business, puisque c'est, je disais justement, la crise environnementale pour implémenter des solutions, plutôt utiliser le business pour inspirer des solutions à la crise environnementale. Eh bien, il a pivoté et donc il est allé fabriquer des vêtements et des équipements pour la pratique de sport extérieur. Et de la même façon, un peu plus tard, il a été le premier à abandonner le packaging pour ses vêtements. Maintenant, tout le monde le fait. Ça nous semble assez naturel. Ah, votre niveau de batterie est faible. Mais je croyais que c'était branché. Merci Edith. Donc, nous avons là une personne qui a agi en son âme et conscience, et d'autres l'ont fait aussi. Et vous voyez, on a un dirigeant en France, il est parti 1 an à l'étranger. Il a dit, voilà, j'ai confiance en vous, voici les clés. Murer la tour de contrôle, ça c'était Favi justement. La tour de contrôle, c'était justement la vitre qui surplombait l'atelier, qui permettait de surveiller les ouvriers. Donc la première chose qu'a faite ce dirigeant, c'est de murer cette vitre pour donner un signal fort selon lequel une nouvelle ère était en train d'arriver. Il y a des choses aussi que vous voyez intéressantes, supprimer les places de... Tout ça, c'est vrai, c'est pas de la fiction. Hein. Les places de parking réservées à la direction. Alors, petite anecdote, une personne que j'ai rencontrée a pu dire, nous, on l'a fait, mais finalement, personne ne prenait la place. Les conditionnements. Alors, arrêter de contrôler les notes de frais, c'est pas toujours possible, parce qu'on a quand même des comptes à rendre aussi, mais ça peut être contrôlé sur échantillonnage, par exemple, ça peut être des choses comme ça. Éliminer les titres, ou en tout cas les faire évoluer, peut-être, pour qu'ils portent moins de protocoles. Former des agents du bien-être pour soutenir. Et donc ça, c'était des pratiques un peu symboliques qui donnent un signal en disant, bon, une nouvelle ère est en train d'arriver, mais vous pouvez évidemment aller beaucoup plus loin. L'élection sans candidat, qui consiste bien à identifier qui d'entre nous semble être le leader naturel. Ça, et Frédéric Laloux insiste beaucoup là-dessus, cette notion de leader naturel que nous pouvons manifester sur certains projets. Moi, je me vois peut-être pas du tout comme un leader, et en réalité, les autres me voient comme un leader. Souvent, avec l'élection sans candidat, d'ailleurs, c'est le cas. Mais pourquoi moi ? La personne ne s'est pas vue dans ce rôle de leader et les autres l'y ont reconnu. Donc c'est aussi une excellente façon de donner et de recevoir des signes de reconnaissance. Le recrutement collaboratif, alors. Alors,
L'élection sans candidat, c'est par exemple ici, je donne l'exemple d'un groupe projet parce qu'on n'est pas forcément obligé d'aller directement à l'élection du président de la République sans candidat, n'est-ce pas? Nous sommes par exemple 6 dans un groupe projet et l'élection sans candidat, c'est que nous sommes tous potentiellement candidats. Donc nous allons voter. Et ensuite, la personne qui aura été peut-être identifiée comme étant la plus naturellement leader dans ce groupe projet, elle va pouvoir poser des questions, il va pouvoir y avoir des échanges, on va construire ensemble le rôle, collectivement, c'est quoi ce rôle et ses redevabilités. Et ensuite, eh bien, la personne qui peut-être ne se voyait pas dans ce rôle-là, elle va faire un choix aussi de le prendre ou ne pas le prendre. Donc, on va aussi bonifier dans ce processus. Peut-être qu'à un moment, il y aura plusieurs personnes qui peuvent être pressenties comme étant des candidats intéressants. Et on va, voilà, conduire ce processus pour l'alimenter, pour l'enrichir, pour faire en sorte que le rôle s'affine et que aussi le profil de celle qu'on souhaite voir à la tête de ce groupe projet apparaisse clairement à chacun. Et que ça se pose de manière vraiment concertée et co-décidée même, plus que concertée. Merci. On pourrait aller jusqu'à recrutement du hiérarchique par l'équipe. Vous savez, ça se fait. Alors, ça se fait, mais souvent, ça ne se dit pas. Voilà. Et ce sont des choses qui peuvent se faire. Et même dans la fonction publique. Moi, j'ai des témoignages de personnes qui ont pu faire ça. Alors, avec un N+1 ou +2 qui dit « Comment ça, vous avez le recrutement s'est fait par les pairs ?» Eh bien, rétrospectivement, la personne va pouvoir dire « Ne vous inquiétez pas, j'étais présente au début, à la fin du processus, mais dans l'intervalle, effectivement, je me suis effacée. » Et ça fonctionne très bien, parce que quel finalement meilleur gage d'efficacité pour l'équipe que d'avoir choisi son encadrant. Un recrutement collaboratif aussi peut s'imaginer, voilà. Et puis d'autres choses encore. Notamment c'est des aspects financiers qui vous concernent moins, je l'ai dit, mais il n'y a pas toujours besoin d'avoir des ressources financières pour faire bouger les lignes, et vous le savez. L'université interne, ça peut être aussi, tout simplement, sans aller jusqu'à l'université interne, ça peut être nous partageons nos connaissances, nos savoir-faire par une plateforme de partage de contenu. Et là, je vous donne je vais vous donner aussi un exemple là-dessus. Alors, voilà, le jour de gratitude, que ici se traduit par une réunion de gratitude, où on prend le micro, par exemple, pour remercier un collègue, un mentor, d'une aide reçue. On pourrait aller jusqu'à célébrer les erreurs, pourquoi pas? Alors, déjà, il faudrait commencer par avoir le droit à l'erreur, certes. Mais justement, si on pousse le curseur jusqu'à célébrer les erreurs, on est vraiment dans quelque chose de très disruptif. Donc, on engage quelque chose comme un changement cognitif et évidemment, potentiellement, un changement culturel. Voilà, donc, jour de gratitude, vie ma vie, intégration collaborative des nouveaux, voyage apprenant, qu'on appelle aussi en anglais learning. Vous trouverez parfois sous le terme learning expedition, le fait d'aller voir ce qui se fait ailleurs et de recevoir des personnes qui viennent nous rendre visite aussi. Ça peut être aussi des choses relativement simples, je dirais des outils comme une évaluation 360 qui consiste à demander à son écosystème, ben voilà, comment je suis perçue dans mon rôle en fait. Non pas en termes de bon ou mauvais, mais qu'est-ce qui est satisfaisant dans la façon dont j'endosse mon rôle et sur quoi je pourrais être invitée à progresser. Donc, je peux le demander à mes pairs, à mes collaborateurs, je peux le demander à mes fournisseurs, aux parties prenantes, aux bénéficiaires. Et là, vous voyez, vous pouvez avoir un effet waouh. J'ai l'exemple d'une personne que j'ai coachée qui a changé donc de poste. C'était un management dans sa phase de transition. Et en prenant ces nouvelles fonctions, c'était dans une CPAM, donc on peut le citer quand c'est bien, à Toulouse. Elle a dit oh, « Mais tu te rends compte, j'ai reçu une lettre signée de plusieurs personnes avec plein d'informations, donc qui
effectivement, vont me permettre de prendre mon poste dans de très bonnes conditions, et aussi la manifestation du plaisir qu'ils auraient à m'accueillir. Donc ça, voilà, il y a un effet waouh, c'est très fidélisant, ça crée un ancrage positif d'entrée. Et je terminerai mon propos avec, pour laisser le temps aussi, à vos réactions, qui beaucoup m'intéressaient, justement avec l'exemple cité en tout premier de Patrick Négaret et ce petit livre que je vous ai cité aussi au démarrage. Donc avec ce fil rouge, c'est vraiment cette notion de mise en mouvement, libération des énergies, et avec des résultats spectaculaires, un impact sur l'absentéisme, ça a de la valeur, beaucoup de valeur, voilà, et du turnover, et puis une plus grande satisfaction aussi des bénéficiaires des services. Donc c'est important, je crois que nous devons considérer nos organisations, surtout vous êtes dans la fonction publique, donc vous avez une mission de service public. Il est important de considérer comme au moins aussi crucial le bien-être, la bonne santé, l'équilibre des personnes qui sont dans le système que les personnes à qui vous dispensez le service. Et ceci non pas parce que c'est dans une forme de bien-pensance managériale, de bon ton, vous voyez, c'est même pas ça. C'est parce que je postule véritablement que nos activités humaines, elles sont faites pour notre développement, pour notre accomplissement. Donc, si nous pouvons, dans notre activité professionnelle, trouver des lieux d'inspiration, des lieux d'accomplissement, des lieux profondément humains, eh bien, le monde tournera mieux et le service sera meilleur. Donc, comment ça s'est traduit? Vous voyez, ils ont travaillé collectivement, ils ont co-construit une vision. Ça s'est pas fait en 2 minutes, c'était un travail vraiment collectif. Donc, il a fallu l'abonder à plusieurs reprises, d'accord, et faire remonter. S'assurer effectivement d'avoir aussi la voix de ceux qui prennent moins le leadership de parole, vous savez. Donc, construire ensemble un service toujours plus innovant pour la satisfaction de tous. Le ensemble, vous voyez, construire ensemble a bonne place dans l'énoncé. Ils ont également travaillé sur 5 valeurs. Ils les ont fait émerger, ce serait plus juste. Et puis, ils ont traduit ces valeurs en principes de management bienveillant. C'est une démarche classique et de bon goût, je dirais, en transformation managériale. Et vous voyez, rien d'inaccessible. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est formulé en jeu, avec un verbe d'action. Donc, l'idée de Patrick Négaret, c'est vraiment d'aller dans des démarches de bon sens, d'être dans le concret. S'il y a là des choses qui vous inspirent ou vous questionnent, n'hésitez pas. Et puis, derrière, ils ont adopté des approches, des pratiques, des rituels. C'est aussi ce qui est au cœur du jeu Opale, qui sera donc présenté cet après-midi. Ce sont des termes qu'ils ont inventés, ils ont donné des noms à ça. Donc ici, c'est progressance, ensemble progressons, avec le principe, la signature, ce sont ceux qui font, qui savent. Et là, on touche à ce principe que je n'ai pas encore nommé, mais il est évidemment au creux avec l'autogouvernance, c'est le principe de subsidiarité. La subsidiarité, c'est une décision qui peut être prise à un certain niveau, ne doit pas l'être au niveau supérieur. Donc on retrouve nos décisions à la concon. D'accord? Subsidiarité, ce sont ceux qui font, qui savent. L'innovation participative, ils ont appelé ça idées neuves, avec le plein d'idées neuves, et ils ont créé tout simplement une plateforme qui permettait de déposer des idées, de faire fructifier des idées, de planifier des temps de collaboration. Ces interfaces numériques sont d'une grande aide aussi lorsque nous sommes essaimés sur le territoire. Et si je reprends l'idée de Buurtzorg, alors là, c'était pas pour
C'était pas une boîte à idées, mais la plateforme RH qui permettait notamment aux infirmières les plus expérimentées d'assister, de soutenir et de faire monter en compétences les plus novices. Il y a ça aussi. Quelque chose autour de je peux contribuer selon mon talent, mes ressources, mon expérience. Et maintenant, on fait quoi? Eh bien, maintenant, on fait ce qu'on veut. Ce n'est pas un chemin prescriptif, surtout j'espère ne pas vous avoir donné l'impression ce matin que ça l'était, que c'était les do's et les don'ts à faire, ne pas faire. C'est plutôt un éclairage qui vous a été proposé ce matin. Et pour justement aller descendre dans le concret, c'est vraiment plutôt se dire, bon, plutôt que se dire on va partir des 3 piliers, puis à partir de ça on va structurer une organisation, c'est vraiment prendre les sujets comme ils viennent en se disant bon, on va faire quoi? Si on prend les évaluations, comment on pourrait faire en sorte qu'elles soient plus opales ou plus autonomisantes, responsabilisantes? Vous pouvez aussi nommer cela comme vous voulez. Et bien sûr, la logique des petits pas. La logique des petits pas, mais pas des petits pas dans toutes les directions, c'est où est-ce qu'on veut changer les choses et on fait des petits pas là, à cet endroit-là du système qui a besoin d'être nourri. Bien sûr, il faut arrêter de décider tout seul. Un principe de base, s'il fallait en donner un, c'est toujours co-construire. Et vraiment de profiter aussi, parce qu'il y a des écueils dans ces démarches, de profiter de l'expérience des autres qui vous ont précédé. Voilà. Et ensuite, si vous vouliez aller vers une transformation organisationnelle de pied en cap, bien vous auriez 4 on va dire, scénarii possibles, qui serait de tester une pratique dans un service, d'implanter ou implémenter une pratique dans tous les services pour voir comment c'est vécu, de permettre aussi, ou permettre à chaque service de choisir une pratique qu'il implémente et d'en tirer compte, parce que ça c'est important aussi, la notion de rendre compte pour faire monter le système en intelligence aussi, collective, et puis après bien sûr d'aller dans une mise en œuvre totale. Voilà, j'ai terminé. J'espère voilà, avoir stimulé quelque chose en vous et surtout l'envie de réagir et de prendre à votre tour la parole et peut-être le micro. Voilà, pour poser vos questions, pour commenter ce que vous avez pu entendre ce matin et aussi nous dire ce que vous faites. Peut-être vous faites déjà des choses. Il reste 10 minutes. Merci. Agents et je me suis beaucoup retrouvée dans le... Merci. Donc je travaille en bibliothèque, une équipe de 6 agents et je me suis beaucoup retrouvée dans cette façon, je suis en position de manager et j'ai bien aimé cette idée du manager coach en fait. Et je sais que c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien et ce que je trouve valorisant dans cette organisation, c'est de voir la progression des collègues. Parce que je trouve que ça leur permet de monter énormément en compétences. Et quand vous parlez après de qualité, ou en tout cas de propositions qui sont de plus en plus importantes, alors c'est pas quantifiable, nous on n'a pas de rendre des comptes, même si on a le nombre d'usagers, la fréquentation qui est analysée, mais on voit qu'en fait il y a toujours plus de nouvelles propositions, toujours plus d'animation, et que finalement maintenant j'ai le sentiment d'être à côté. C'est-à-dire que je suis plus, elles n'ont plus besoin de venir vers moi en permanence, mais je découvre très régulièrement tout ce qu'elles proposent, toutes les avancées, et je suis heureuse de ne pas avoir besoin d'être à l'initiative de tout ça en fait. Mais oui. Et voilà, et je trouve que ça soulage aussi énormément le rôle du manager. Absolument, et puis vous pouvez vous émerveiller de la variété, de la richesse de chacun. Et voilà, et je trouve que c'est quelque chose qui permet d'épanouir tout le monde, à la fois le manager, et de sortir de cette injonction où c'est à nous de donner un cap. C'est-à-dire que là, moi j'ai le sentiment que c'est l'équipe qui donne le cap, et que moi je suis là éventuellement si elles ont besoin, mais qu'elles se débrouillent très bien toutes seules.
Merci pour ce témoignage. Chouette. Bonjour, je travaille dans un pôle de solidarité au département de Lyon. Alors, je suis très friande de toutes ces innovations. Ceci étant, quid de la place des élus dans ces nouvelles pratiques qui vont faire dans le déploiement de cette nouvelle façon d'accompagner des équipes. Et puis, on est de plus en plus, en tout cas pour ce qui concerne le département de Lyon, sur les solidarités, la protection de l'enfance, etc., sur des situations très contraintes au niveau budgétaire où on a l'impression, ou en tout cas on le vit, nous, d'avoir une rigidification du système de décision parce que le financier va aussi donner le cap à contrario de ce qu'on peut... Oui. Je ne sais pas comment tout ça est possible, comment on peut allier en fait les contraintes qu'on a, ça qui me parle beaucoup, voilà, mais il y a aussi convaincre des élus de ce nouveau système d'accompagnement. Voilà, ma question c'est comment on fait pour faire monter la mayonnaise, pour arriver effectivement à quelque chose où on va retrouver du sens. Retrouver du recrutement qui va être possible dans des métiers extrêmement difficiles aujourd'hui. Voilà, ma question est très vague, mais elle est très large. Elle n'est pas vague. Il y a peut-être un début de réponse ici, non? Vous souhaitiez... C'est un autre point. Merci. En fait, je ne sais pas si parmi vous, il y a des élus. Donc, je vais être précautionneuse dans mon propos. Mais il est important que les élus cessent de se considérer en dehors du système. N'est-ce pas? En fait, vous êtes dans le même écosystème. Donc, la technique, ça les concerne. Donc, pour moi, la réponse, c'est la formation des élus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr, je confronte aussi votre... Voilà, cette assertion à votre perception à vous, c'est la formation, la sensibilisation des élus à comment finalement je me positionne dans cet écosystème-là et comment je facilite, puisque c'est mon rôle. C'est le dernier, en fait, ce sera le dernier bastion, le monde politique, qu'on va pouvoir gagner avec ce type de système. En dernier recours, nous aurons des gouvernements opales. Mais c'est pas avec eux que ça va commencer. Et quant aux contraintes budgétaires, elles sont bien réelles, bien sûr. Elles touchent à la fois la fonction publique, mais pas que. Et vous l'avez vu, il y a des choses que vous pouvez initier, en fait, qui relèvent de pratiques, de postures, de rituels que vous pouvez adopter. Voilà. Et qui ne contreviennent pas, en fait, bien au contraire, au fait d'aller alimenter le sens et la qualité de vie au quotidien. Si d'autres souhaitent réagir à ce point, on prend aussi, hein, naturellement. Merci. Merci déjà pour votre intervention, votre présentation. Juste 2-3 petites remarques rapidement. Moi, je vois, il y a un écueil dans le... Enfin, je trouve qu'il peut y avoir aussi une tendance à vouloir responsabiliser les agents dans des contextes instables, de baisse de budget, etc. Et du coup, des fois, on est limite un peu dans des choses un peu manipulatoires. C'est-à-dire qu'on donne de la responsabilité à des gens de s'adapter à un contexte qui est hyper compliqué, quoi, qui est complexe. Donc ça, c'est des fois un peu difficile. Et puis ça c'est un premier accueil, je trouve. Après, moi, je vois une difficulté. Enfin, je trouve intéressant l'idée de... Je pense que les process qu'on met en place dépend des sujets et des personnes. C'est-à-dire que selon le sujet qu'on a traité avec l'équipe, selon les personnes qu'on a, on ne va pas avoir la même procédure de décision, de validation, de communication, etc. C'est là où c'est un peu compliqué, même de délégation. Absolument. Donc ça veut dire que quasiment à chaque sujet, un peu important, hein, il faut
inventer ou valider ou poser un process. C'est pas toujours évident. Et s'il revient, on le prendra. Sur le premier point, oui, je suis d'accord. Merci. Vigilance, effectivement, à ne pas surresponsabiliser des personnes. En fait, donner une responsabilité, c'est comme donner une délégation, ça suppose de donner les moyens d'eux. Donc, c'est effectivement dans une forme de déontologie, hein, c'est est-ce que la responsabilité que je donne à cette personne est assortie des moyens de répondre à l'attente ou aux attentes liées à celle-ci. Donc, c'est il peut y avoir une dimension obscure à ces modèles, et vous l'avez dit en creux, hein, ce serait la manipulation. Vigilance, effectivement, à chaque fois, vous repassez en quelque sorte sous au filtre de votre discernement et de votre éthique. Est-ce que là, c'est OK ce que je suis en train de faire? Est-ce que cette délégation est OK? Est-ce que les conditions sont réunies pour? Voilà. Est-ce que je ne mets pas finalement la personne en danger, hein, avec ça? On a aussi dit de ces modèles que, en termes de, vous voyez, que ça pouvait désamorcer l'action syndicale. Voilà, que finalement, ça pouvait lisser une certaine façon de penser, c'est-à-dire entrer dans une forme de conformisme social. Alors, on a aussi dit cela. Et ça, vraiment, je le pose en toute transparence, parce que précisément, le propos n'est pas d'être messianique avec ce type de modèle, mais de se dire tous les modèles ont des défauts, on a vu sur les stades d'évolution des organisations précédentes, donc celui-ci a aussi ses revers, potentiellement. Même si sa percée majeure, pour moi, c'est cette approche systémique. C'est-à-dire de considérer les éléments du système et les relations entre les éléments du système. Votre deuxième point, c'était sur le fait que c'est difficile d'avoir un processus uniforme. Oui. Ça dépend des gens et ça dépend des oui. cas. C'est une remarque. C'est là où il y a aussi l'invitation des process agiles et de l'agilité, hein, au sens, on a parlé de la métaphore organique, s'adapter à la situation, l'intelligence de situation, c'est tout à fait vrai, mais c'est même vrai avant d'entrer dans ce type d'organisation. Hein, vous le voyez avec le management situationnel, je ne peux pas déléguer à tous. Je vais déléguer à ceux avec lesquels, voilà, dont je perçois à la fois l'engagement et les compétences. Je vais être directif avec d'autres. Là, c'est vrai aussi. Du discernement, je pense que c'est un mot-clé pour ça. Oui, Edith. On voulait juste dire que quelque part, il pratique un état d'esprit total, parce qu'il va s'adapter finalement à chaque individu et mettre en place un process. Absolument. Merci pour cette remarque pertinente. Peut-être d'autres questions avant que... Moi, je trouverais mon troisième point, sinon. J'ai déjà vachement parlé. Oui, c'est pour la personne du département. Je n'ai pas tellement compris quand tu dis les élus. Je ne vois pas ce que les élus doivent faire dans le management d'une équipe. Et puis les restrictions budgétaires, tout le monde en a, dans toutes les collectivités. Donc justement, je travaille avec plusieurs entreprises difficiles avec moins de personnel, et je trouve que c'est justement pour compenser cette nouvelle difficulté de travailler par un management plus approprié et bienveillant. C'est justement l'occasion de le faire. Voilà. Merci. Ouais, c'est juste ça. Moi, il y a un conflit, je pense, entre du coup, la première question du départ qui est c'est quoi le sens que je veux au boulot et l'effacement. Que ça conduit. Moi, l'essence que je veux, c'est justement c'est le travail avec les gens, enfin, la personnelle, le travail collectif, etc. C'est là où c'est ce qui moi m'anime, quoi. Et du coup, oui, je vois bien. Par contre, l'intérêt d'aller vers plus d'autonomie et du coup, plus d'effacement. Et du coup, j'ai une espèce de conflit avec ça. Du coup, entre moi, le sens que j'y mets et le résultat que je veux. Merci pour ce troisième point, c'est le plus intéressant des trois. C'est pas que j'avais noté.
Ce n'est pas une note, c'est une appréciation. Il n'y a pas d'effacement. Merci pour ce point parce qu'il me permet justement de revenir sur la notion de leadership que je n'ai peut-être pas beaucoup développée. Le leader est celui qui va inspirer. Donc, on va distinguer effectivement ce rôle de leader et ce rôle de manager. Même si aujourd'hui on parle volontiers de manager-leader, mais il s'agit d'être cela. Le leader est celui qui inspire, il inspire la vision, il porte le sens, il le rappelle aux besoins, et il va être un acteur dynamique de questionnement du sens de ce qu'on fait. Donc c'est le sens de but évolutif. Et en même temps, il va savoir s'effacer dans les processus. Donc ça veut dire, concrètement au quotidien, ça peut être, je prends moins de place dans ma réunion, je peux rappeler peut-être le chapeau de la réunion, et puis l'ordre du jour qui aura été co-construit, parce qu'évidemment j'aurais demandé à chacun d'abonder l'ordre du jour avant qu'on commence la réunion, et puis je fais une réunion déléguée. Il y a un animateur de réunion, c'est pas moi, un scribe, c'est pas moi, celui qui relève les décisions, un gardien du temps, c'est pas moi, voilà. Donc, il peut y avoir cette façon de faire qui va en fait, on retrouve cette notion aussi de se soulager aussi, de tout porter et en même temps de donner davantage de pouvoir et de puissance aux collaborateurs sans rien avoir cédé sur le fait de porter le sens ni d'être le leader. Moi, juste en fait, je trouve qu'on se rejoint un peu tous, mais enfin, là, moi, je trouve que l'intérêt de cette méthode, c'est plutôt de remettre au centre finalement l'humain. Enfin, c'était à un moment donné dans les premières slides où oui. L'idée c'est de remettre l'humain au centre de tout ça en fait. Et je trouve que cette approche, elle tient compte finalement de toutes ces problématiques, que ce soit les problématiques RH, les problématiques de budget, puisque cette approche systémique, elle permet à la fois d'englober toutes ces problématiques, mais de permettre de se les approprier tout en continuant de mettre l'agent, l'humain, ou soi, au centre du système, en fait, pour ne pas se laisser un peu bouffer par tout ça. Enfin, je trouve que l'intérêt, c'est pas tant le côté management, tout ça, c'est vraiment la réflexion de comment on remet dans un système qui est parfois très lourd, l'agent, l'individu, au centre de tout ça, de l'organisation. Et le manager est un humain aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on s'inclut. Absolument. Bien, je crois que c'est l'heure, n'est-ce pas Marie? Juste une petite précision avant que vous ne partiez. Comme il n'y a pas d'inscription aux conférences, ceux et celles qui sont intéressés pour aller plus loin et recevoir aussi le support d'Edith, je vous invite à me laisser votre adresse mail. Ça me permettra de vous transmettre les informations et de rester en contact si vous voulez poursuivre l'exploration. Merci. Et merci beaucoup. Merci. Merci Edith. Merci à vous tous.